faut savoir une chose, c'est qu'on est vraiment des gros nazes en on se soigne, mais on est des gros nazes en publicité. La MapMonde avait encore, elle avait la Russie et non pas l'URSS, et elle avait qu'une seule Ouais. Allemagne. Alors que l'aventure est censée se dérouler en 87. Je leur dis assez vite, vous savez, nous, notre drive, ce qui nous motive, ce qui nous fait avancer, c'est vraiment de faire en sorte que les gens s'affranchissent des écrans. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 13e épisode de Comment faire kiffer les gens. Aujourd'hui, j'accueille Gian qui est à Genève. Donc, c'est mon premier invité qui est outre nos frontières francophones, enfin françaises du coup, mais toujours dans la francophonie, même s'il parle plusieurs langues, j'ai cru comprendre. C'est le cofondateur de Trip Trap. C'est plusieurs centres d'escape game sur Genève, dont plusieurs qui ont reçu des prix internationaux. Et c'est de ça qu'il va nous parler aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant d'aller creuser un petit peu dans sa carrière, comment il en est arrivé là, comment il a monté peut-être avec ses associés et d'autres personnes. Il va nous expliquer un peu tout ça, ses expériences immersives et comment il se réinvente au quotidien. Salut Gian, je suis très content de t'avoir. Ça va Salut bien. Morgane. On a un peu galéré sur le setup là, pour dire aux gens qui nous écoutent en off, mais il est dans une cabine, j'imagine, d'escape game là. Tu es dans un de tes décors, c'est ça? Absolument, absolument. Merci de me recevoir et bonjour aux personnes qui nous regardent. Je suis très très curieux de savoir un petit peu comment, de ce que j'ai compris, quelqu'un qui a fait 15 ans dans l'industrie du parfum, du coup, passe dans l'escape game depuis 2018, si je dis pas de bêtises, et du coup monte ça tellement bien qu'il en reçoit des prix internationaux, qui se développe à vitesse assez folle, j'ai l'impression, enfin en tout cas qui ravit pas mal de monde sur la scène genevoise et même romande, voire plus. Explique-nous un petit peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens et comment t'en es arrivé là. Alors mon parcours c'est pas la chose la plus intéressante quand on parle de Trip Trap. Hein. Trip Trap c'est fondamentalement une aventure collective. C'est vraiment, alors je sais que ça fait un peu cliché de dire ça, mais dans notre cas c'est la stricte et totale vérité. Trip Trap, c'est l'aventure de plusieurs copains, ou dans mon cas grand frère de copains, qui en 2015 ont eu un peu la même idée au même moment. Donc, en ce qui me concerne, j'avais une vie professionnelle que j'adorais, qui était vraiment géniale dans une entreprise de parfums qui était donc un fournisseur pour des grands clients de type L'Oréal ou Unilever ou Procter Gamble ou Dior ou voilà. Et j'avais un job que j'adorais, qui m'a permis de voyager dans dans plein d'endroits dans le monde. J'ai vécu quasiment 4 années en Amérique du Sud, donc voilà, j'avais une vie corporate qui était très satisfaisante et qui était très excitante, que j'aimais beaucoup. Et puis c'est justement lors d'un voyage à New York, que j'ai, en organisant un team building avec mes équipes là-bas, j'ai fait un escape game. Donc c'était en 2014. Vraiment, on était presque au tout début de cette vague, de cette mode des escapes. Sur le moment, ça m'a paru incroyable. Je pense que les gens qui nous regardent et qui se rappellent peut-être de leur première expérience se diront la même chose. C'est que ta première expérience d'escape game, tout est tellement nouveau et c'est un concept qui est tellement dingue que après coup, tu réalises que la salle était peut-être pas géniale, mais en fait sur le moment, c'était complètement dingue. Et voilà, je suis rentré à Genève en me disant, ce concept-là, c'est vraiment un concept incroyable.
il faut absolument faire ça en Suisse. Et j'en ai parlé à l'un de mes meilleurs amis qui m'a dit, mais écoute, il faut absolument que tu appelles mon petit frère, que je connaissais évidemment très bien aussi, Aurel en l'occurrence, l'un de mes amis associés. Il est en train de monter ça à Genève. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appelé Aurel. Et puis avec Aurel, il y avait d'autres personnes qui étaient déjà dans l'aventure. Et en 2014, on a eu l'idée de le faire et on a été relativement vite. On a fait un pop-up en mai 2015. Donc en mai, ça fera 9 ans qu'on existe. Okay. Et puis on a ouvert pour de bon en septembre 2015 notre premier lieu à Genève, et d'abord avec 2 aventures, et puis 3, puis 4, et puis ensuite on a ouvert d'autres endroits, et l'aventure s'est développée. Alors tu disais à la vitesse de l'éclair. Des fois, on a l'impression qu'on va beaucoup trop lentement, mais voilà, on a maintenant, on exploite 11 salles. On a 9 aventures différentes, 2 qui sont dupliquées. Et ce qui est très important, on en reparlera peut-être après, c'est que on crée absolument tout ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment un métier à part entière. Ok, j'ai déjà plein de questions parce que avant d'arriver sur les 11 salles, là tu me parles donc, tu rejoins des entrepreneurs au réel, etc., qui sont sur le terrain depuis 2014 pour monter l'escape game. Et tu me dis, vous montez un pop-up en mai 2015. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Comment vous faites? C'est parce que c'est un prototypage slash MVP, comme on dit, quoi, minimum viable product, quelque chose qui permet d'avoir c'était pas si MVP que ça. Mais... C'était pas si MVP que ça. En fait, deux de mes associés qui sont Nicolas et Aurel, par des concours de circonstances de leur vie respective, avaient eu 2-3 mois pour faire un prototype dans le jardin des parents d'Aurel, pour la faire courte. Okay. Donc il y avait un petit endroit un peu abrité où ils ont pu développer ce qui en fait est devenu notre première énigme, qui est le trésor de Jack Rackham. Et si tu veux, la réalité, c'est que entre ce qu'on a fait en mai 2015 et ce qu'on exploite encore toujours aujourd'hui, la différence elle est marginale. C'est un escape game 1.0. Donc il y a pas de, enfin c'est pas le niveau des aventures auxquelles la plupart des joueurs s'attendent désormais quand ils vont faire une expérience qualitative avec plein de salles différentes, des passages secrets. C'est vraiment une salle, j'ai envie de dire, oui, 1.0, avec des petits mécanismes sympas, des puzzles et des décors bien faits, ce qui est un peu la patte de ce qu'on essaie de faire. Et donc voilà, en fait, ce prototype était prêt, il existait, il y avait des mécanismes qui étaient encore très rudimentaires, mais qui, en fait, moyennant un peu d'huile de coude, fonctionnaient très bien. Et on s'est dit, il faut qu'on se lance. Mais avant de se lancer, montons cette aventure littéralement dans 4 murs qu'on a monté nous-mêmes. Montons cette aventure. Dans le jardin ? Non, on a été voir. Le jardin, c'était avant mai, c'était. Le jardin. Oui, ça c'était exactement. C'était c'est l'atelier, quoi. C'est l'atelier, exactement. C'est l'atelier, et ce truc-là. Moi, la première fois que je l'ai joué, c'était dans le jardin. Et je me rappelle encore comme si c'était hier. Et je me suis dit, waouh, c'est absolument génial. Je fais le bon choix. Je fais le bon choix en investissant et en m'investissant dans cette aventure. Donc moi, j'avais encore mon job. Hein. J'avais encore mon job, comme dirait ma maman. J'avais mon vrai travail. J'étais encore employé de Firmenich, qui était mon employeur précédent. Et mon idée, c'était d'être investisseur, partenaire. De rigoler un petit peu sur un projet qui était un projet plutôt un hobby plutôt qu'un projet de vie ou de vie professionnelle. Là, on est en 2015.
je me suis dit tiens, bah en fait, ça vaut la peine d'investir un peu des sous dans cette aventure parce qu'elle est qualitative, elle est sympa, elle est originale, elle est innovante. Et donc voilà, et à partir du moment où le pop-up s'est très bien déroulé, on a fait ça dans une espèce d'endroit un coworking space comme il y en a dans dans toutes les villes du monde. Donc on a loué un petit espace dans un grand espace sur 2 semaines, ça s'est très bien passé et ça a été vraiment le signal pour nous dire ok, on y va, on le fait sérieusement. Ok. Et là, vous avez fait de la pub au niveau local pour amener du monde. Ça fait Non, par bouche à oreille. non. Alors, il faut savoir une chose, c'est on est vraiment des gros nazes on se soigne, mais on est des gros nazes en publicité. On a vraiment, je dirais pendant les 6 premières années de Trip Trap, on, on a investi du temps, de l'énergie exclusivement sur la qualité de notre produit et de notre accueil. Et donc, c'est le graal du marketing, hein, tous les marketeurs te diront ça, c'est que en fait, à la fin, c'est le bouche à oreille qui a très rapidement fonctionné. Les gens ont commencé à se passer le mot et on a fait sans publicité, sans Google ou sans les réseaux sociaux, quasiment sans, pendant les les 6, 7 premières années de l'existence de TripTrap. On n'avait même pas de référencement sur notre site, c'était un URL, enfin voilà, c'était très basique. Ouais, ça a l'air mieux quand même maintenant, mais pour revenir à la genèse, tu vois, tu me dis, ça a très bien marché pendant 2 semaines, mais c'était quoi? C'était vos amis qui venaient? Ça s'est fait par bouche à oreille? Parce que bouche à oreille sur 2 semaines, c'est compliqué. Oui, alors ça a très bien marché. Vous avez flyé, vous avez... On a envoyé des messages, des WhatsApp à friends and family. On en a parlé un peu à gauche, à droite. Mais ce qui était intéressant, alors c'était des très petits nombres de visites, hein, de mémoire, je sais pas, c'était une cinquantaine par semaine, ce qui est pas beaucoup. Mais ce qui nous a surtout, plus que la quantité qui était pas tellement pertinente dans cet exercice, ce qui nous a vraiment Mhm. rassuré et conforté dans notre délire, parce qu'à l'époque c'était un délire, avec un business plan et tout, hein, on a fait les choses correctement, mais c'est en fait c'est la tête des gens et l'enthousiasme des gens quand ils ressortaient. Tu peux faire ce que tu veux sur un tableau Excel. À la fin, notre métier, c'est que les gens sortent avec la banane. Enfin, c'est d'ailleurs le titre de ton blog, si j'ai bien compris. Ouais, comment faire kiffer les gens, ouais. Bah voilà, c'est depuis le jour 0 ou le jour 1 de cette aventure. C'est inscrit dans C'est le notre smile. ADN, c'est notre mission, c'est ce qu'on veut, c'est que les gens ressortent en étant surpris, en étant heureux, en ayant passé un moment hors du temps et hors des écrans également. Donc en fait, c'est surtout ça qui a été le déclic, c'est quand on a vu des gens qui n'étaient pas forcément nos proches sortir de la cabine de Jack Rackham avec des étoiles dans les yeux, avec une énergie de dingue. Les gens sortaient genre, ouah, enfin comme quand tu ressors d'une expérience que tu as adorée. Et là, on s'est dit, ok, ça marche. Enfin, ça peut marcher. Ok. Et là, du coup, tu me dis, 3, 4 mois après, vous ouvrez en dur. En fait, vous transférez ce que vous avez déjà créé, donc les décors, tout ça, dans Ouais, l'atelier du jardin. Enfin, l'atelier, c'est là où ça a été créé, pardon, ouais, dans le jardin. Et ensuite, vous louez un lieu, j'imagine, ou achetez, je sais pas. exactement. Non, non. Alors, on loue, on va voir des régies. Je sais pas comment on dit en France, ouais, Oui, des des régies régies, immobilières, enfin des régies des immobilières, bailleurs. voilà, Ouais. des bailleurs. Les mecs au début nous prennent pour des saltimbanques. Enfin voilà, ils hallucinent complètement. D'ailleurs, juste, ouais, Il n'y avait pas de concurrence. Enfin, vous étiez les premiers il sur y la scène avait, ou... sauf erreur, il y a, je crois qu'il y en a une. C'était une franchise qui avait ouvert quelques semaines avant nous. Ok. Le pop-up, le pop-up quand on l'a fait, il y avait rien. Et je crois que dans ouverture, il y avait, je crois, je sais plus qui c'était, mais il y avait une franchise qui existait déjà. Ils avaient une salle. Ok. Et donc on a été voir des régies immobilières pour louer des locaux. Les gens au début, enfin, quand on expliquait le concept d'enfermer les gens dans des pièces, les gens étaient, enfin, nous prenaient pour des guignols. Ce qui avait des conséquences quand même économiques pas anodines parce qu'on a dû se porter garant à titre personnel des locaux qu'on louait.
évidemment. Ça, c'est compliqué, ouais. Voilà, donc heureusement qu'on était plusieurs aussi dans l'aventure pour pouvoir hedger un peu les risques. Et puis donc voilà, on a trouvé des locaux et pendant l'été 2015, on a travaillé à rendre ces locaux sympathiques. Dès le départ, il y avait plusieurs choses qui étaient très claires. La première, c'est qu'il fallait dès le départ avoir une masse critique enfin un niveau de masse critique suffisant pour pouvoir accueillir au moins 3 groupes. Donc en plus de l'aventure de Jack Rackham, En simultané, tu parles? ouais. C'était très important de se dire que voilà, si tu as un groupe de 15 personnes, que ce soit des collègues ou que ce soit des amis, de pouvoir absorber au moins 15 personnes en simultané. Donc on a travaillé. Et l'autre chose qui était très importante aussi, c'était d'avoir un espace d'accueil qui soit une petite buvette qui permette aux gens de patienter avant l'aventure ou de débriefer après, pas forcément pour faire des chiffres d'affaires de malades en vendant des sirops ou de la bière, mais surtout pour voilà, créer un lieu qui soit sympathique, qui crée du lien social et qui le maintienne avant et après l'aventure. Vraiment, on a énormément d'exigences sur l'accueil de nos joueurs, et ça c'est vraiment quelque chose qui était clair dès le jour 1, c'est qu'on voulait de la qualité dans le jeu, dans l'expérience qu'on proposait sur le jeu, mais également dans l'expérience qu'on proposait avant et après. Donc on a passé l'été à travailler sur ces locaux, à rendre, on les a toujours, hein, c'est le lieu originel qui s'appelle maintenant le Secret Floor, de donner un peu de swag à des bureaux en fait, et puis donc de faire une petite buvette. Et là on a créé notre deuxième énigme qui est la confrérie de la pierre, mais celle-là on l'a fait à double. Donc voilà, on pouvait accueillir dès le jour d'ouverture en septembre 2015, on pouvait accueillir 3 groupes. Ok, trop bien. Et là, tu me parlais de la qualité de l'accueil et de l'expérience. Ça se traduit comment chez vous? Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Parce que c'est bien beau d'avoir ce slogan marketing, entre guillemets, ouais. Mais ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire plein de choses. La première chose, en termes de création, donc ce que je te disais avant, c'est que dans notre industrie, je connais pas très bien le paysage, mais quand même, hein, ça fait 9 ans qu'on est dedans, donc on parle un peu aux gens. Les gens qui fabriquent, qui développent et qui exploitent en même temps leurs propres aventures, en fait, c'est une minorité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font soit que l'un, soit que l'autre. Nous, on s'est même pas posé la question parce que voilà, toute l'équipe de développement qui est composée de mes associés, hein, pour nous, c'est l'amusement principal, le défi, le kiff, pour utiliser ton champ lexical, le kiff principal pour nous, il est dans la création, c'est-à-dire que de sans cesse repousser les limites précédentes de l'exercice, c'est vraiment quelque chose qui nous fait vraiment, qui nous drive, qui nous fait lever le matin, où on se dit voilà, mais là en fait, quand les joueurs, on a une idée, ou quand les joueurs vont faire ça, ils vont halluciner complètement, etc. Donc si tu veux, si on en revient à la genèse ou au tout début de l'aventure, c'était évident pour nous tous les associés, et évidemment qu'on sur 9 ans, tu t'engueules sur plein de sujets. Mais sur les fondamentaux, on s'est jamais engueulé, et les fondamentaux, ils sont simples, c'est la qualité. Et on s'est dit, on veut pas juste faire de la qualité parce que par snobisme ou par amour de l'art et de la chose bien faite. Il y a un peu d'amour de la chose bien faite. Quand tu vas passer du broudenois à 6 mètres de haut que le client verra jamais, c'est que t'as envie, c'est que t'as un petit problème de jusqu'au boutisme dans la beauté du geste. Mais ouais, c'est du détail, quoi, en fait. C'est le souci du détail partout, tout le temps. Là, bah non, on n'est pas là. Mais là, je suis dans une salle qui se passe dans les années 80, et pour la petite anecdote, lorsqu'on l'a ouverte, on a réalisé que la map monde
n'était pas raccord. La map monde avait encore, elle avait la Russie et non pas l'URSS, et elle avait qu'une seule Allemagne. Alors que l'aventure est censée se dérouler en 87, donc on a cherché partout pour trouver les maps monde qui allaient bien. Donc on parle de soucis du détail, c'est exactement ça. Donc si tu veux, mais il y avait aussi, au-delà de ce souci du détail et de la beauté des choses bien faites, de la fierté de faire du beau travail, et commercialement, on s'est aussi dit, voilà, il y a cette mode des escape games qui commence. Si on veut durer, si on veut passer le côté vidéo club ou internet café, il faut absolument qu'on soit très très bon, et que ce qu'on fasse soit vraiment mieux ou plus qualitatif ou mieux fait que le reste du marché. Donc il y avait c'est ça. un peu pardon, je t'ai coupé, Non, t'as mais raison. c'est un peu ce qu'on dit en anglais, c'est eat your own dog food, tu vois, c'est Exactement. manger votre propre, comment on dit, nourriture pour chien. Ouais. C'est que si t'arrives pas à apprécier ce que toi tu fais, surtout quand tu as une âme créative, mais ce qui est aussi parfois le goulot d'étranglement, c'est-à-dire que quand tu es créatif, tu veux pousser les choses très très loin, et du coup, des fois tu peux perdre du temps ou de l'argent à aller chercher des choses qui sont pas nécessaires pour le client. Malgré tout, il faut que tu apprécies ce que tu fais et que tu puisses toi-même être le client, parce que sinon, c'est vrai que c'est pas. Moi, je trouve pas ça intéressant non plus, et je comprends très bien ce que tu veux dire. Moi, j'avais une école de pilotage, on en a peut-être parlé au téléphone quand on s'est eu, et j'ai fait un épisode dessus avec mon ex-associé, mais le détail, c'était la signature, quoi, le papier, le décor, les trucs chinés, tu vois, les objets chinés. Et donc, j'ai l'impression de retrouver dans ce que tu fais, dans ce que vous faites, ce genre de choses, quoi. Peut-être les verres, tu vois, qu'il y a au bar, les trucs, les petites devinettes ou les petits trucs que tu peux trouver, qui vont te surprendre justement quand tu vas venir et quand tu vas être dans le lieu, et qui vont faire que tu t'en rappelles, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il y avait vraiment cette volonté d'offrir quelque chose voilà, qui est aussi au-delà de ce que tu viens de dire, qui nous permette aussi de nous différencier, d'avoir vraiment un positionnement en marketing, on dirait un positionnement un peu premium, local et régional, et en fait international. Parce que tu parles de ça, ça veut dire que au début, donc vous avez ces trois salles, donc, enfin deux énigmes, trois salles, de ce que j'ai compris. Ensuite, vous vous développez, vous avez une clientèle qui est plutôt locale dans un premier temps, et ensuite, petit à petit, ça grossit. Explique-nous la suite et comment vous voyez les choses, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que toi, tu étais encore salarié. Moi, Après, voilà. Moi, durant les 3 premières années d'existence de Trip Trap, mais j'étais juste membre du conseil, enfin associé, membre du conseil d'administration, voilà, et j'étais pas du tout dans l'opérationnel. C'était deux de mes associés, deux et demi en fait, Scott, Nicolas et Aurel, qui étaient les mains dans le moteur. pardon, je suis désolé, c'est des créatifs du coup à la Ouais. base. Alors on n'en a pas parlé. c'est des créatifs. Au début tu fais tout, hein. Mais alors oui, c'est des créatifs. Aurel, il vient plutôt du milieu de la restauration, de l'événementiel. Nicolas, bon, il est géologue, mais c'est un rêveur. Et un artiste dans l'âme, je dirais. Okay. Et Scott est aussi quelqu'un de très créatif qui a quitté depuis, d'ailleurs, qui reste un de nos associés, mais qui a quitté le côté opérationnel, avec vraiment cette disquette de l'accueil, tu vois, qui dès le jour 1, les gens arrivaient chez nous, il y avait une énergie, l'hospitalité, vraiment, voilà. Et je pense, hein, peut-être qu'on va en parler après, mais je pense que maintenant qu'on a grandi, c'est mon challenge principal, c'est notre challenge principal, c'est maintenant que c'est plus nous qui sommes tout le temps en face des clients, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette culture qui marche plutôt pas, voilà, cette culture de l'accueil où on est, enfin, des fois, on est complètement voilà, si le petit truc est pas bien placé, le machin, enfin là, on est des fous furieux, mais on l'assume. Je comprends. Voilà. Donc, moi, je suis en empathie avec ça.
J'ai pas de mal. Pardon, je t'ai coupé du Non, coup mais par donc du rapport à coup ça. voilà, Ceci est- donc on On a parlait de fait la suite, ouais. donc pendant 3 ans, Trip Trap s'est développé sur le lieu originel qui était donc qui s'appelle le Secret Floor. On a ouvert une troisième énigme qui est l'énigme de la reine vaudou, qui est magnifique, hein, qui est vraiment une énigme. Enfin, c'est comme me demander si j'aime mieux l'un ou l'autre de mes enfants, mais on aime évidemment, on aime toutes nos énigmes, mais c'est sûr que les premières, comparées avec les énigmes de générations suivantes, elles sont un peu plus simples. Voilà, elles ont leur charme, qui est un peu Il y a pas de mal à désuet, ça, mais hein. voilà. Mais donc le premier gros step qu'on a fait, je dirais, en termes d'immersion, de décor et de voilà, c'était la Reine Vaudou, toujours au même endroit. Et puis ensuite, on a développé également notre module de team building du coffre, qui est quelque chose sur lequel on a passé énormément de temps parce qu'en fait, de faire plus petit, c'est beaucoup plus compliqué que de faire grand. Euh, C'est quoi du coup ça? C'est tu vas dans les entreprises ou tu envoies exactement. un coffret dans Non, non, Ok. on a un gros coffre qui a la taille d'une machine à laver la vaisselle ou le linge, donc 80 sur 60 sur 60. Et, euh, et c'est la suite de l'aventure de Jack Rackham. C'est qu'en fait, on suit les traces d'un aventurier, d'un archéologue qui n'est pas sans rappeler un archéologue au fouet qui, est- qui a sévi sur Hollywood. On s'est un peu inspiré d'Indiana Jones, mais pas trop non plus. Et en fait, on va retrouver le vrai trésor caché de Jack Rackham. On l'a retrouvé, sauf qu'on est très emmerdé parce qu'on n'arrive pas à l'ouvrir. Et là, tu débarques dans des séminaires d'entreprise. On en a fait plusieurs, évidemment. Et les gens qui sont assis sur leur table en U à théoriser sur la stratégie 2028 depuis 3 jours et qui s'emmerdent comme des rats morts. Nous, on Ah, tu arrive. connais ça toi? Ah bah oui. Non. c'est, ah, mais Non, c'est- on envoie un petit message ouais, caché. ouais. Non, 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 non. J'avais beaucoup de Non, mais on plaisir sait dans ce ce que c'est. séminaire, C'est le bien côté sûr. corporate. Voilà, côté C'est corporate, ou voilà. voilà, Il y a des codes. et nous, on arrive, on est complètement disruptif, on est déguisé en archéologue et bim boum bam, venez vite, il y a une urgence, tu crées une espèce de surprise et c'est un module qui est absolument génial parce qu'il est difficile, hein. C'est pas facile à résoudre et ce qui est souvent en fait un argument de vente excellent pour les entreprises parce que tu vois les gens dans les entreprises disent oui nous chez Tartampion on est très intelligents donc ok bah, vous savez quoi en fait notre truc là c'est un peu plus compliqué que de faire des tours Eiffel avec des post-it on va vous emmener vraiment pendant 60 ou 90 minutes dans une aventure on va vous englober dans une histoire et on va voir comment vous vous en sortez. Mhm. Donc ça c'est un module pardon qu'on a fait aussi à peu près à cette époque qui nous a pris énormément de temps et de ressources, mais qu'on est ravi d'avoir maintenant et qu'on va probablement venir exploiter dans ton beau pays également. Donc ça c'est une Ah bon? Où ça? on sait pas encore, mais on est en tout cas l'idée comme c'est nomade et que c'est mobile, voilà, l'idée de peut-être pas cette année, mais la suivante de commencer à explorer le marché français nous titille. Ok. Voilà, Moi, je suis sur Lyon. On n'est pas très loin, tu voilà, sais, hein. exactement. Donc voilà. Et en fait, ça c'est les 4 aventures qu'on a développées durant les 3 premières années de Trip D'accord. Trap. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait un peu une croisée des chemins. La croissance avait été très forte. On a recruté pas mal de gens. Un de mes associés, Vous étiez Scott, rentable, on était dans le sens rentable. où Ouais, vous perdez pas de trésorerie chaque année. Enfin, vous arrivez ouais, à être. oui. Alors ça, c'est une chose qui est importante, c'est que tout ce qu'on a fait depuis 9 ans a été, à l'exception d'un petit emprunt mais qui était même pas, enfin, qui était vraiment, Oui, et puis du Covid, voilà. j'imagine Et, aussi un ouais, il y a eu peu le Covid, ça qui. c'est sûr. Voilà. Mais tout a été autofinancé. Tout a été Ok. Ok, autofinancé, bien. donc ça veut dire que on a quand même pu construire. On a mis du temps, mais on a pu construire tout de manière quasiment 100% autonome. Parce que si on revient et après on repasse sur 2018 où tu les rejoins, de ce que j'ai compris, hein.
le, le business model, donc le modèle économique de l'escape game, pour ceux qui nous écoutent, c'est donc tu construis une salle qui a un coût. Aujourd'hui, j'ai lu que dans une de tes interviews, tu disais que c'était 300 000 francs, donc 320 000 euros à peu près pour créer une nouvelle aventure et une Ça, nouvelle salle. ça, c'est le Plus haut sommet. encore. Non, ça, c'est le sommet. Ouais, Ça, voilà. c'est vraiment, ça, c'est C'est, beaucoup c'est, d'argent. c'est une très très belle salle. Et ensuite, du coup, toi, tu dois la remplir sur toute la semaine, enfin en tout cas le maximum de temps, mais tu n'as pas des clients toutes les heures, tous les jours, parce que les gens travaillent, etc. Les team building, c'est pas tout le temps. Et tu as une rentabilité au mètre carré qui est pas la plus forte, en tout cas dans le milieu du retail et des lieux physiques. Donc faut être au bon prix, c'est un vrai challenge en tout cas de remplir. Et je pense que la stratégie, c'est bien sûr d'avoir le meilleur produit, comme tu disais, pour attirer et être rentable. Ouais. Bah, tu viens de le dire, c'est un business de coût fixe. Hein. Passer ton investissement. Alors, le chiffre auquel tu te réfères, c'est notre dernière salle Cornelius, qui en fait est pas une salle, c'est une maison. Donc, Ok. c'est sûr que si on investit une maison, à la fin, c'est pas linéaire, mais presque. T'as un coût au mètre carré d'investissement en temps et en argent. Mais une fois que ton investissement est amorti, ce qui est relativement rapide, on parle de 1 à 2 années selon les aventures, ce qui en fait dans l'absolu est plutôt bien. Mhm. Après, c'est un business où tes deux charges principales, c'est les mètres carrés que tu loues et les employés Les qui salaires, travaillent. ouais. Voilà. Donc évidemment que tout l'enjeu, c'est de maximiser tes clients, tes visites, tes taux d'occupation, qui sont très 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 euh, saisonniers. Mhm. Il y a une forte saisonnalité. Évidemment qu'on a des heures pleines à partir du mercredi après-midi, jeudi soir, vendredi soir et tout le week-end, c'est des heures qui sont beaucoup plus demandées. Et évidemment que voilà, quand il y a un magnifique été à Genève et que le lac Léman est juste à côté, les gens ont plutôt envie d'aller tranquillement se baigner que de venir faire des escape games. Donc on a une saisonnalité qui est très importante, qu'on comprend, mais qu'il faut qu'on anticipe correctement aussi en termes du staff. Et enfin, c'est pas évident. C'est pas évident. Oui, c'est pour ça que tu as les entreprises, les enfants, j'ai vu, les groupes de particuliers, Ouais. peut-être les anniversaires. Enfin, il faut arriver à avoir plusieurs produits, plusieurs offres pour essayer de remplir au maximum en s'adaptant aux usages, quoi. Alors c'est en même temps la force et la faiblesse de ce qu'on fait. Hein. Je pense que c'est valable pour nous, mais pour la plupart des Du entreprises loisir. de loisirs, ou alors peut-être plus pour les escape games, je dirais, c'est que c'est vraiment, on a un cœur de cible qui est extrêmement large. Ça marche tout aussi bien pour des clients corporate que pour des groupes d'amis qui veulent boire des coups et puis aller se faire un bon dîner, au lieu d'aller au cinéma, ils vont faire un escape game, que pour des préadolescents ou des ados qui veulent faire un loisir ou un anniversaire. Donc on a un cœur de cible qui est, j'ai envie de dire, multiple. Ce qui est bien parce que ça nous permet à différents horaires d'aller viser différents types de populations, mais c'est aussi quelque chose qui est voilà, qui en fait souvent les gens nous disent ah oui c'est sympa ton truc, j'ai entendu parler, je vais venir avec les enfants. Et moi, souvent, je dis, bah non, en fait, t'es pas obligé de venir avec les enfants. Tu peux venir avec tes potes, ça va te plaire. À la base, c'est un loisir pour adultes. Hein, c'est pas, Mhm. voilà. Donc oui, tout l'enjeu, c'est ça, c'est de maximiser le nombre de gens qui viennent nous voir, sachant qu'on n'est pas à Paris. On est dans une ville qui est petite. Euh, et où il n'y a pas un tourisme non plus phénoménal. Donc c'est un enjeu, c'est sûr, c'est un enjeu. Ok. Euh, on revient de 2018, du coup, Ouais, tu les rejoins. ouais. Bah Donc, voilà, donc malgré ces enjeux, ça marche, oui, c'est ça.
Ça Et marche. donc, croiser des chemins. Croiser des chemins, parce qu'on est à un moment où on se dit plusieurs choses. On se dit voilà, on a plus de mètres carrés à disposition dans notre lieu originel. On a développé ce module de team building en entreprise. Au même moment, on commence à travailler avec l'un de nos concurrents, Roi, qui a ouvert une salle derrière la gare. Et en fait, assez vite, on se rend compte qu'on adore travailler avec ce gars et qu'on a envie enfin, c'est mutuel, hein, c'est pas que nous. On a envie de travailler ensemble. Donc, assez vite, on commence à discuter de la possibilité qui nous rejoignent dans l'aventure et donc qui deviennent partenaires et associés de Trip Trap. C'est ce qui s'est fait. Et puis, il y a cette ambition de se dire, voilà, on va aller investir un lieu plus grand, plus ambitieux, dans lequel on va aller plus loin dans un concept homogène, plutôt que d'avoir ce truc où t'arrives et t'as un game master souriant mais avec un bout de t-shirt qui pendouille qui te dit voilà bonjour, je vais vous expliquer les règles, 60 minutes pour vous échapper, surtout n'allez pas tirer les choses qui sont Oui, décrocher des trucs au plafond. voilà, plutôt que de sortir Ça de sert à ça. rien. Mais ce qu'on faisait, hein, c'est ce qu'on fait toujours, euh, mais de l'emballer dans un concept qui soit réellement immersif dès le moment où tu passes la porte. Ouais, de l'acting, Voilà, que les gens soient dans le personnage, etc. Et c'est là qu'on a eu l'idée, et ça s'est fait aussi, c'est les occasions qui font les choses dans la vie. On a eu la possibilité d'investir un lieu absolument splendide à Carouge, qui est juste à côté de Genève, enfin c'est un petit quartier, une petite cité sarde, qui vit beaucoup. Il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y avait ces locaux industriels d'à peu près un peu moins de 500 mètres carrés, qui, franchement, quand j'y repense, c'était un long shot. Hein, c'était quand même 500 mètres carrés, c'est beaucoup. On n'avait pas non plus une trésorerie complètement dingo. Et voilà, on y a été voir le propriétaire, on lui a expliqué ce qu'on faisait, et on s'est dit, voilà, on lui a surtout expliqué notre ambition pour ce lieu, qui était d'en faire un lieu vraiment le plus immersif possible, et qui viendrait du coup se doubler enfin avoir des aventures d'escape game, des aventures immersives. Je te dis ça parce que escape game, il y a un peu cette notion de vite, échappe-toi avant de te faire bouffer tout cru, ou avant que le professeur Folding fasse exploser la planète, alors que nous on essaye chaque fois, à chaque nouvelle création, d'être peut-être plus dans la narration, plus dans des aventures immersives, narratives. Bref, donc on a été, voilà. Alors on n'a pas d'acteur. On n'a pas d'acteur pour plusieurs raisons. Tu parles des participants qui se mettent dans un voilà. rôle. Ah oui, pardon. Alors oui, alors absolument, exactement. Là où je suis, typiquement, je suis dans l'énigme du cinéma de Monsieur Tripolite. Je suis dans un film des années 80 avec une bande de jeunes qui s'appellent les Woolies, non pas les Goonies, mais les Woolies. Et je suis dans leur cabane là. Okay. J'espère qu'ils vont pas revenir. Voilà. Donc on a investi ces lieux, et ça, si tu veux, c'était, quand je te parlais de croiser des chemins, c'était un pari qui était un peu fou, parce que c'était très grand, c'était des charges quand même assez importantes pour la boîte, et l'idée, ce qu'on a aussi expliqué aux bailleurs, c'était qu'on voulait aussi faire un bar, un vrai bar, pas une buvette, mais un vrai endroit qui remplirait aussi cette fonction de tisser du lien social, de faire en sorte que les gens passent des moments rigolos, ludiques, sympas ensemble. Et c'était le Catalpa, exactement, qui porte le nom de l'arbre qui a poussé comme par magie dans le bar à l'intérieur. Donc c'est un décor sur lequel on a pas mal travaillé, et c'est un bar qui fonctionne aujourd'hui exactement comme on voulait que ça marche, à savoir de manière totalement
différenciées et indépendantes de nos aventures. C'est des clientèles qui sont en fait assez différentes. On est même des fois Ok. surprises. Il y a des gens qui boivent un C'est verre. un bar immersif en fait. C'est un bar immersif, exactement. C'est un bar immersif qu'on essaye dans lequel on essaye d'organiser des choses qui se passent pas forcément ailleurs à Genève. On fait des blind tests, on fait des concerts de gens. On n'est pas un bar à concerts, mais quand on a des artistes qui nous plaisent vraiment, on organise des choses. On fait des spectacles de magie, on fait du stand-up, on fait voilà. Et toujours en partenariat et toujours. Alors des fois, t'essayes des trucs qui marchent pas, des fois tu penses que ça va pas marcher, puis c'est un carton. Voilà, ça c'est la vie, c'est une allégorie de la vie, mais tout ça pour te dire que voilà, en 2018, on vient investir ces lieux de manière assez peu raisonnable, pour être honnête. Il y avait vraiment un côté gut feel où on s'est dit il faut qu'on y aille. Un lieu pareil, ça va pas se présenter toutes les 10 minutes. Et on y a été. Et donc c'est moi à ce moment-là le moment où voilà, la boîte grandissait. Moi j'avais fait le tour de ma vie professionnelle j'avais fait le tour. J'étais très heureux de ce que je faisais, mais je voyageais beaucoup, je voyais pas beaucoup ma famille. Et puis l'aventure Trip Trap décollait dans des directions extrêmement enthousiasmantes. Et donc c'est là que j'ai choisi de quitter ma vie corporate pour rejoindre Trip Trap à 200%. Très bien. Et donc là, il y a ce lieu qui arrive. Aujourd'hui, tu en as même un autre, si je dis pas de bêtises. Donc, alors qu'est-ce qui se passe pendant ces années-là? Comment ça évolue? Tu vois, comment vous vous êtes réinventé? C'est ça qui m'intéresse. Alors l'autre. Parce que j'imagine que du coup, tu avais une clientèle qui venait déjà. Tu me disais, voilà, ville petite et tout ça, même si tu avais peut-être une zone de chalandise qui s'agrandissait petit à petit. Je sais pas, peut-être des clients d'Annecy, de Lausanne, Bien sûr. Je sais pas qui venaient chez vous. Donc après, tu dois te réinventer parce qu'ils ont fait la salle une fois, tu dois refaire venir cette base de clientèle, donc tu crées de nouvelles choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la suite? En fait, la suite, c'est Tantilda, en fait. C'est ça. C'est que la première aventure qu'on a ouverte dans ce lieu dont je te parlais, qui est le Grand Trip Trap Hotel. Donc on a vraiment fait ce concept immersif où quand tu rentres, les gens, t'as un groom, un garçon d'étage ou un concierge d'hôtel un majordome, voilà, qui te raconte toute l'histoire de cet hôtel. On a créé plein de personnages qui servent pas à grand chose mais qui sont là. Tripolite de la Trappe, le fondateur de l'hôtel, son épouse Madame Suzette, bref, il y a tout plein de personnages qu'on balance pas forcément tout le temps au visage de nos clients, mais quand ils posent des questions, voilà, on a toujours un peu des histoires. Il y a des trames narratives qui donnent corps en fait à ce lieu. Mais pour en revenir au tout début, quand 80% ou 75% des lieux étaient un pur chantier, c'était un local industriel vide, on a fabriqué un couloir et notre première énigme en 2018, qu'on a ouvert en décembre 2018, qui est la chambre de Tantilda. Et en fait, la chambre de Tantilda a quand même donné le ton à tout le reste de ce lieu. Parce que vous avez été primé. Alors on a été primé. C'est franchement en toute objectivité, c'est une salle absolument magnifique sur une thématique de conte de fées. Donc quand tu arrives, on t'explique que tu vas aller loger dans la chambre d'hôtel de Madame Hilda, qu'on surnomme affectueusement Tante Hilda. Et que cette femme a une imagination débordante. La rumeur dit même qu'elle a été la nanny des frères Grimm, etc., etc. Et en fait, tu vas te poser dans une chambre d'hôtel complètement normale, un petit peu vieillotte comme ça. Et au bout d'un moment, les murs se mettent à te raconter un conte de fées. Et au bout d'un moment, tu te retrouves dans le conte de fées. Et si tu veux, c'est une énigme qui nous a vraiment fait passer. Tu me parlais d'innovation avant, ça nous a vraiment fait passer dans une autre dimension, au sens propre et au sens figuré,
parce que c'est très beau, alors tout ce que je suis en train de te dire a l'air très peu modeste, mais je te le dis avec d'autant plus de tranquillité, c'est que c'est mes amis et associés qui sont les vrais génies créatifs de Trip Trap. Moi, je viens donner des petits inputs et je travaille sur 2-3 parties sur les sons, etc. Mais dans toute la création, c'est pas moi à titre personnel qui l'a fait. Donc, quand je dis que c'est génial, c'est un compliment à eux plutôt qu'à moi-même. Voilà, c'est une très belle salle qui fonctionne bien et très rapidement les gens en fait se sont dit voilà, là il y a un truc nouveau qui existait pas dans la région et c'est vraiment à partir de Tantilda que la zone d'achalandise que tu mentionnais avant a commencé à réellement s'étendre parce que les gens venaient de plus en plus loin pour la jouer. Ok, et c'est quand tu dis que tu innovais, voilà, tu disais le son, c'est quoi? C'est dans l'immersion, comme tu disais. Il y a le décor qui est vraiment Ouais. tu te retrouves littéralement propulsé dans un village de contes de fées, un village médiéval. C'est grand, c'est beau et c'est bien pensé dans le sens où il y a aussi une innovation dans le gameplay que je peux pas trop dire parce que j'ai pas envie de spoiler Ok. les les futurs les futurs joueurs qui nous regardent peut-être, mais il y a vraiment dans Tantilda quelque chose ça n'a pas jamais été fait, mais qui est assez peu fait dans le domaine des escape games. Ok. Et ma question, c'est combien de temps ça prend pour monter un nouveau concept, enfin, une nouvelle salle, une nouvelle énigme, Alors ça dépend. Tantilda, avec le nombre de personnes, tu vois, à peu près qui bossent dessus. Tantilda, c'était, je dirais, 8-10 mois. Euh, Il y en a d'autres qu'on a fait beaucoup plus vite. On a travaillé sur l'antiquaire pendant le Covid. Voilà, on était fermé, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Ça a duré, je dirais, 6-7 mois. Euh, Il y a combien de Cornelius, personnes qui bossent dessus? c'est très variable selon les phases du projet. Dans la phase de pré-projet et de réflexion créative, c'est 3 personnes avec moi qui pose des questions, je dirais 2 fois 1 heure, donc c'est 3 personnes. Et puis après, dans la phase de chantier, il y a évidemment des choses qu'on peut pas faire nous-mêmes. Typiquement, si on a besoin de casser des murs porteurs ou ce genre de choses qu'on a fait, bah là, faut faire intervenir des ingénieurs ou des électriciens. Mais sinon, on a les 95% des ressources. On a un chef d'atelier qui est extrêmement efficace, qui nous construit tous ces décors, toutes ces mezzanines en bois que tu devines derrière moi. On a, je dirais, ça dépend. À la fin du chantier, comme d'habitude, quel que soit le timing que tu te laisses, à la fin du chantier, c'est 1 mois de nuit blanche et de fine tuning. Mais je dirais sur un chantier normal, sur 5-6 mois de travaux, c'est entre 3 et 5 personnes Ok, merci qui de fabriquent. la précision. Perfect. Moi, j'ai des questions. Et après, on finira un peu l'interview sur où est-ce que ça en est aujourd'hui et le futur. Mais Mhm. c'était quoi enfin, les anecdotes un peu de cette carrière chez Trip Trap, les choses les plus folles, les plus dures, ou les plus marrantes, tu vois, des choses qui t'ont marqué Ouais, alors moi, positivement, voire négativement. Ça arrive aussi, hein, bon, que ça soit très dur. Et... négativement, je vais pas m'apesantir parce que je pense que tout le monde s'en fout. Mais Oh, ça peut être non, intéressant, hein. ça c'est en fait c'est pas tellement propre à Trip Trap, mais c'est sûr que quand tu quittes, moi à titre personnel, quand j'ai quitté une entreprise très structurée pour venir rejoindre ce petit bateau qu'est Trip Trap, j'avais aucune conscience de ce que ça impliquait réellement en termes de, mais ça tous les entrepreneurs te le diront, hein, de ce que ça implique réellement en termes de versatilité du travail à effectuer, de l'importance de la comptabilité, du côté responsabilité sociale également. Voilà, tu payes des salaires,
Covid a été un moment quand même extrêmement difficile, mais pour le monde entier et pour les loisirs dans le monde entier. On était très content d'être en Suisse d'ailleurs, où en fait on a pu quand même assez bien négocier avec nos différents bailleurs et avec l'État aussi pour des indemnités de chômage. Voilà, donc si tu veux, il y a une courbe d'apprentissage professionnel qui est complètement hallucinante dans ce que je fais à titre personnel. Dirigeant, ouais. Voilà, vraiment moi toutes les petites choses que tu imaginais pas faire, en fait tu dois les faire. Bien sûr, et il y en a une liste qui est monstrueuse. Et puis voilà, quand une boîte grandit, d'organiser des processus pour qu'elle continue à garder son niveau de qualité, c'est un combat, enfin c'est un taf de tous les jours. C'est littéralement tous les jours, parce que tu t'es absolument persuadé que cette idée dont tu as discuté 45 fois avec tes associés, tout le monde est au courant, mais en fait non, tout le monde n'est pas au courant. Donc ça c'est, je pense que c'est vraiment assez standard dans les défis, dans les challenges. Moi, dans les anecdotes, si tu veux, il faut jamais perdre de vue. On bosse très dur, hein, on fait les choses vraiment très sérieusement. On essaie de se prendre le moins possible au sérieux. Des fois, ça peut porter un peu à confusion parce que les gens se disent un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les gens se disent mais vous faites un job tellement cool, c'est créatif, vous buvez des coups puis vous faites des délires. Alors oui, on boit des coups et on fait des délires, mais ça après faut les faire, tu vois, il faut les exécuter et il faut les exploiter. Mais du coup, non, moi dans les anecdotes, elles sont toujours liées au client en fait. Je buvais une fois un café je venais de commencer, hein, ça faisait quelques mois que j'avais commencé, c'était au Secret Floor, et je buvais un café un matin parce qu'on avait nos bureaux au même endroit, enfin on avait un coin de bureau vraiment dans la salle des Game Masters, ce qui était pas génial, mais voilà, on a depuis un petit peu changé. Et je buvais un café, puis je vois deux messieurs qui sont là, puis je réalise qu'en fait il y avait des classes de jeunes apprentis. Enfin, en Suisse, on a un système d'apprentissage qui est un peu différent qu'en France, mais c'était un système professionnel, c'était filière professionnelle en programmation. Donc, on parle de gamins, quasiment que des mecs, une vingtaine de classes, une classe. Ils étaient 20 et ils étaient tous entre 17 et 21 ans, que des geeks. Mais on est dans la geekitude extrême, tu vois. Et ils sont en train de jouer, et je vois leurs deux profs qui sont en train de boire un café, et puis donc, moi je bois un café, je discute avec eux, je leur demande comment ça se passe, etc. Et puis, je leur dis assez vite, je leur dis, vous savez, nous, notre drive, ce qui nous motive, ce qui nous fait avancer, c'est vraiment de faire en sorte que les gens s'affranchissent des écrans, et puis qu'on arrête de se dire des trucs sur WhatsApp, et puis voilà, dans nos décors tout est faux, mais tout est réel en fait, tout existe, et là les gars me rient au nez, ils me disent non mais alors là monsieur, vous êtes chou, hein, vraiment vous êtes mignon, et avec vos petits idéaux de machin, mais je peux vous dire que les 20 gars qui sont là-dedans dans vos salles maintenant, ils en ont absolument rien à foutre des décors, des machins. La seule chose qui les intéresse, c'est leurs écrans, leurs réseaux sociaux, leurs machins, leur programmation, leur machin. Je dis ok, cool, on verra, on verra quand ils sortent. Et là, quand ils sortent, je ressors de mon bureau, et il y a une espèce d'énergie, tu sais, des ados enthousiastes, ça sent un peu la transpiration et tout. Et ils sortent tous en même temps, et puis ils sont à fond comme ça. Et donc moi je sors comme ça, puis je vois que ça s'est bien passé, puis je leur dis alors, ça va les gars, que vous avez aimé cette expérience, etc. Et là il y a un gamin, et j'oublierai jamais sa gueule, sa gueule, son expression. Le type il me dit mais monsieur, c'était incroyable, il y avait du bois. Et le type me parlait le truc le plus exotique que ce gamin avait fait des 6 derniers mois, c'était de manipuler des mécanismes avec du bois. Et là, je regarde son prof, et le mec me fait un clin d'œil, genre, ouais, en fait, t'avais raison.
ils ont besoin de manipuler des vraies choses et pas d'être toujours en train de coder et toujours derrière un écran. Voilà, donc ça c'est une anecdote que j'adore raconter parce qu'elle est vraie. Les gens ressortent de là, ils ont vécu quelque chose d'inventé mais de réel. Est-ce que, là on sort peut-être des anecdotes, mais ça me fait penser à une question que je voulais te poser. Est-ce que ça fait pas penser un peu aussi au futur du divertissement, tu vois, ce côté unplug, débrancher la prise, tu vois, qui est de plus en plus présent, je trouve. Même moi là, je suis un peu là-dessus en ce moment et j'étais dans le jeu vidéo pendant 2 ans. Bon, ça, j'ai dû arrêter. Je l'avais fait parce qu'il y avait le Covid. Je voulais faire du digital, du kiff à l'échelle, tu vois, Mhm. que tout le monde puisse jouer sur son mobile. Et là, je reviens à quelque chose de beaucoup plus physique, même si là on enregistre en digital ce podcast. Mais en tout cas, j'ai l'impression que de plus en plus ce loisir, que ce qui soit créatif, artistique, juste du pur divertissement, passe quand même par le no screen, quoi, pas Ah, d'écran, pas de, bah, on va dans la nature, nous c'est et de notre plus en plus, quoi, tu vois. ouais. Alors nous pour nous c'est absolument clair, net et précis, c'est sûr, c'est sûr. On a déjà fait pendant le Covid, on a accepté un mandat qu'on a fait un peu en ligne, etc. Mais c'était complètement anecdotique. Nous, notre raison d'être, est une de nos raisons d'être, c'est ça. C'est aussi d'être dans le digital detox. On est tous complètement accros à nos iPhones ou à nos smartphones. Je vois, moi, j'ai des enfants qui sont ados, qui ont 15 et 12 ans. C'est encore pire. Et je porte pas de jugement. Hein. Je suis moi-même toujours sur mon téléphone. Oui, pareil, hein. Mais 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 voilà, donc oui, je suis. Alors ça, on est 100% d'accord. On n'est pas en train de dire qu'on fera jamais rien de digital, mais ce qui est sûr, c'est que le jour où on le fera, c'est que ça aura réellement une très très bonne raison. Ok. Non, mais je suis assez aligné avec ça, ouais. Et par rapport à votre métier, comment vous progressez, comment vous réinventez pour que vous proposiez toujours quelque chose de plus incroyable, une expérience toujours plus folle, ou en tout cas plus qualitative, comme tu Bah, disais. on essaye à chaque fois qu'on. C'est que tu t'inspires peut-être, tu vas dans la concurrence ou dans d'autres lieux de Alors loisirs, ouais. comment vous faites? Alors deux choses. La première, c'est on essaye de s'inspirer de. Enfin, on n'essaye pas, on s'inspire pas forcément de d'autres escape games, mais on s'inspire beaucoup voilà de loisirs immersifs au sens large. Il y a des choses absolument géniales qui se font à Londres. Tu vas faire des repas immersifs où tu passes d'une pièce à l'autre dans des décors, etc. Une grande inspiration, même si c'est très dark, c'est Sleep No More à New York, qui est un endroit, je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais en gros, Non, je regardais. c'est du théâtre immersif. Sleep No C'est More. encore, c'est encore, c'est encore actif pendant quelques semaines. Là, ils arrêtent fin février, je crois, après une dizaine d'années de. McKittrick Voilà. Hotel. Donc ça a été aussi le McKittrick Hotel, ça a été une inspiration. C'est très dark et c'est très un peu Macbeth comme ça, mais le côté immersif est absolument impeccable. C'est absolument magique, magnifique. On parle d'un truc énorme. Hein. C'est 400 personnes qui font le staff et tout ça. Enfin, voilà, ouais. Mais ça, c'est le genre de choses qui nous inspire pas mal. Et sinon, à chaque fois qu'on crée une aventure, on a une espèce de petit questionnaire. Et c'est là, moi aussi, où j'ai un petit rôle de challenge. C'est là que c'est génial de bosser en équipe aussi, hein, de se challenger. À chaque fois que on présente une nouvelle énigme aux associés, il y a une des questions, c'est en quoi est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce qui n'a jamais été fait dans cette future énigme? Qu'est-ce qui est... Alors des fois c'est des petits détails, hein, mais ça va très bien. Des fois c'est des choses un peu plus ambitieuses, mais on a toujours cette volonté de pas faire toujours le même disque, hein, d'évoluer un peu dans notre manière de proposer des choses. Il y a des choses, comme je te disais avant pour le bar, il y a des moments sur lesquels dans un jeu on se dit mais ça va être un moment complètement dingue où les gens vont halluciner et puis en fait non. Et d'autres qui nous semblaient anodins mais qui dans la réalité de l'expérience des gens est complètement dingue. Euh,
On essaye d'innover, oui, on essaye d'innover. Le pire qu'on pourrait faire, c'est de dupliquer la même énigme encore et encore. Donc, c'est un challenge qu'on se met. Ok, donc c'est un mix entre d'autres expériences immersives, d'autres loisirs, votre créativité pure Mhm. aussi, peut-être qui vient d'autres choses, d'histoire, de lecture, de films et tout ça, Mhm. et le désir de se réinventer quand même en termes de salle. Ça vient à une question, vous en êtes où maintenant et c'est quoi le futur? C'est quoi les next steps, L- la stratégie? l- Tu me parlais de la France peut-être, Oui, alors d'exporter ton côté team building. voilà. Alors il y a vraiment deux pans qui sont assez clairs dans la stratégie. Le premier, c'est de vraiment exploiter, j'ai envie de dire un peu plus et un peu mieux ce module de team building qui fonctionne, hein, qui existe, mais dont on sait qu'il a un potentiel vraiment très élevé déjà en Suisse et potentiellement au-delà. Ça, c'est pour les aventures mobiles. Et puis, pour ce qui est de nos aventures ici intramuros, on va encore développer une énigme ici au Grand Trip Trap Hotel. On va, on va virer notre atelier, le mettre ailleurs et le remplacer par une énigme qu'on espère ouvrir en fin d'année 2024, là, à la fin de cette année. Ok. Euh, et puis voilà, il est assez clair pour nous qu'on a envie de continuer à surprendre les gens ici à Genève. Ce sera forcément ailleurs, mais ça, il faudra qu'on s'organise un petit peu. Ok, donc rester plutôt à Genève en physique et pas aller ailleurs en termes Bah, en fait, ce d'ouverture. qu'on ce qu'on fabrique, ce qu'on fabrique est assez peu réplicable. Il n'y a pas beaucoup d'économies d'échelle. Tu peux pas aller faire Tantilda demain à Londres. Tu peux, mais la réalité, c'est que est-ce que ça nous intéresse? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Je dis pas qu'on va pas le faire, mais là comme ça, on aime bien l'idée de voilà de continuer à établir notre marque et qui on est dans la communauté d'où on vient. C'est peut-être un petit pétage de plomb en termes d'ambition, mais peut-être d'essayer de rendre Genève un peu plus attractive d'un point de vue des destinations loisirs créatives. Moi, j'adore citer les Nantais en exemple, hein, tout ce qu'ils ont fait avec leur poupée géante là, qui vient d'une espèce de Mhm. troupe de théâtre. Voilà, ça fait que Nantes aujourd'hui c'est une Les destination machines. exactement. Toutes les machines de Nantes, enfin, à la base, si j'ai bien compris, c'est des punks qui se sont fait un délire. Donc, Je connais pas l'histoire, ouais. mais voilà. Donc, Je mais creuserai. ce qui est sûr, c'est que Nantes est une destination connue pour ça maintenant. Donc, voilà, une ambition à quelques années, ce serait de peut-être continuer à exploiter certains de nos lieux qui sont aboutis ici, et puis peut-être d'en ouvrir d'autres. Voilà. Mais en tout cas, dans l'année 2024, on a déjà beaucoup de boulot sur une nouvelle aventure et sur du travail plus de développement de nos chests en team building en entreprise. Ouais, des coffres, ouais. Exactement. Parce que vous avez été primé, on finira un peu Mhm. là-dessus, là, mais vous avez été primé sur deux, donc Tantilda et Cornelius, c'est Mhm. ça, qui sont du coup deux top escape game mondiaux. Après, c'est des classements où vous avez candidaté, Non, j'imagine, à TRPK, c'est non. ça? Non, c'est des clients mystères, comment ça se passe? Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que TRPK, nous, C'est un peu le guide Michelin, enfin, je sais pas ouais, comment on ouais, peut ouais. dire En pour ceux fait, qui nous écoutent. c'est assez comparable au guide Michelin. Et pour la petite histoire, donc nous, on est un peu des touristes dans cette industrie. Moi personnellement, j'ai pas fait tant d'escape game que ça. Tu vois, je pense que j'en ai fait moins de 50 dans ma vie, ce qui, sachant que c'est mon Bon, métier, ce qui est beaucoup, ouais, c'est pas beaucoup en mais fait. pas tant pour ton métier. Exactement. Non, 50 en 10 ans, c'est pas, c'est pas énorme. Ouais. Euh, et si tu veux, on a entendu parler de ce classement quand tout à coup des gens de l'industrie nous ont appelés en disant mais attends, il y a cette nana qui vient jouer chez vous, vous vous rendez compte, etc. Et en fait, il y a une fille qu'on connaît bien maintenant qui est absolument géniale,
une Anglaise qui venait jouer chez nous. Et elle s'était pas annoncée, parce que souvent les gens t'appellent en disant bonjour, voilà, j'ai un blog, est-ce que je peux venir jouer, machin, gratuitement souvent. Des fois c'est un peu délicat parce que tu vas regarder les gens, tu te dis attends, mais est-ce que ton blog est-ce que à part ta mère et ta sœur qui le lit, pardon, je veux pas du tout être, je veux pas dénigrer, il faut toujours commencer quelque part, mais ce que je veux dire c'est qu'on est très sollicité, hein, et tu peux pas offrir toutes les sessions tout le temps à tout le monde. Et eux, alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans TerPK, si j'ai bien compris, les huiles, ceux qui ont vraiment beaucoup d'escape game à leur actif, ne se déplacent que quand tu sors sur leur radar. Et donc, on parle d'une femme qui a fait quasiment, là aujourd'hui, elle doit être à quasiment 2000 escapes dans sa vie. Donc, ça fait, si tu mets ça bout à bout, ça fait des mois et des mois et des mois juste à faire des escape games. Et bref, ils sont venus jouer nos escape games et c'était des gens adorables, et c'est après leur visite qu'on est sorti sur leur classement. Et voilà. Et en fait, c'est un classement qui est aussi objectif que possible dans une industrie extrêmement subjective, avec des pondérations, des trucs. Enfin, il faut aller voir leur méthodologie, mais elle est plutôt solide. Et ces gens sont venus jouer, et c'est ça qui a aussi créé, quand on est sorti sur ce radar-là, c'était il y a 5 ans. Bon, après, il y a eu le Covid, ça a été compliqué. Mais tout à coup, on a eu des gens qui venaient de Californie, des gens qui venaient d'Australie, des gens qui venaient de l'Amérique du Sud pour jouer Tantilda. Et donc, comme tu le disais, donc Tantilda, ça fait 5 années qu'on est dans le top 20. Et cette année, on a également Tonton Cornelius, qui est notre dernière énigme, qui est rentré dans ce classement. Donc ça, voilà, c'est très bon pour l'image. Ça nous permet de mettre des petits lauriers sur notre site internet, ce qui est bien. Ça nous crédibilise aussi localement. Voilà, typiquement quand des gens sérieux voient qu'on a gagné des prix internationaux, ils se disent ah tiens, mais en fait voilà, c'est pas que de la déconne. Et puis on a des gens qui viennent de plus loin. C'est Nicolas Simon de Black Bungalow. J'ai bugué. C'est Nicolas Simon de Black Bungalow qui nous a mis en relation, et justement, je pense que ça aide aussi dans l'image. Bien sûr. Non, mais c'est top. Bravo en tout cas pour tout le taf. On arrive à la fin. Est-ce que tu as un mot justement de la fin pour des confrères du secteur, consoeurs aussi, des personnes qui veulent accéder à ce milieu-là, qui hésitent à se lancer dans le milieu du loisir, de l'escape et tout ça, ou juste des curieux par rapport à ton parcours, à ce que tu en as retenu? J'ai pas tellement de j'ai pas tellement de grandes. Non, toi, ce que tu retiens, oui, vraiment, ce que je retiens, ce qu'il faut jamais oublier, et c'est ce qu'on dit vraiment aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qu'on engage pour faire du game mastering ou même travailler au bar, etc. Il faut jamais qu'on oublie que la finalité de tout ça, c'est que les gens aient un sourire d'une oreille à l'autre et passent un moment vraiment différent, unique quand ils sont dans nos murs. Et ça, c'est vraiment tous les métiers sont compliqués, tout le monde travaille beaucoup, c'est une bonne chose d'avoir des idées rigolotes et puis une fibre un peu créative. À la fin, il faut exécuter les choses de manière à ce que les clients se disent waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai vécu un moment hors du temps, parce qu'une fois que ça c'est fait, ils vont forcément en parler et revenir, et on crée de la bonne énergie et on crée de la bonne vibe, et c'est vraiment, il faut jamais perdre ça de vue, parce qu'on peut vite se retrouver dans des petites ornières un peu relou du quotidien, de l'administratif, et à la fin la big picture, c'est celle-là, c'est de spread the love. Voilà. On finira là-dessus, c'est très bien. Merci beaucoup à toi, Diane, pour ce podcast, pour cet épisode. C'était très cool de pouvoir discuter. C'est un plaisir. Et, on te suivra sur les réseaux, et on suivra Trip Trap et ses aventures dans les prochains mois et prochaines années. Ouais, et viens jouer aussi.
T'es pas loin. Avec plaisir, quand je me déplacerai à Genève. C'est pas encore prévu, là, il faut que j'organise ça. Puis il faut que je vienne pas tout seul, c'est surtout ça. Exactement. Si je viens tout seul, ça va être un peu plus compliqué. Ça sera compliqué, mais ça s'organise. Exactement. Il y a pas mal de choses sur l'agenda, mais j'y manquerai pas un moment. Génial. Merci à toi, bonne journée. Merci, et à très bientôt. Ciao Morgane. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello, HE2LO, @cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.